Journaliste indépendant. Alors je voudrais réagir au propos d'Olivier Kempf qui parlait des trois ennemis potentiels, la Russie, le djihadisme et la Chine. D'après moi, donc, la Chine et la Russie, ce sont deux rivaux au sein du nouvel ordre mondial, donc ce ne sont pas vraiment des ennemis, aucun des deux peut être l'ennemi principal. C'est évidemment le djihadisme qui a été choisi par nos élites dirigeantes comme ennemi principal. Donc on a cité, quelqu'un citait ce matin les travaux de Zbigniew Brzezinski. Je ne crois pas qu'on ait parlé du PNAC, le plan pour un nouveau siècle américain, dont les signataires, parmi les signataires, il y avait Dick Cheney et Paul Wolfowitz, je crois. Et donc qui appelait directement qui appelait de ses voeux un événement catalyseur comme un nouveau Pearl Harbor, pour justement justifier un nouveau siècle de domination américaine sur le monde. Et donc il a eu lieu quelques années après, 2 ans après, il me semble, avec le 11 septembre. Et on a vu qu'à la suite de son 11 septembre, eh bien, cette troisième guerre mondiale dont on parlait s'est mise en place, puisque la zone de conflit, ce n'est plus l'Europe, c'est le monde arabo-musulman. Et donc, avec le témoignage du général Wesley Clark, qui a expliqué que donc, dès après le 11 septembre, il y avait déjà une liste de 7 pays qui étaient désignés, de l'Afghanistan, Irak, Libye, jusqu'à la Syrie et l'Iran. Donc, on a une troisième guerre mondiale avec une lecture officielle dans les médias qui est Occident contre le monde islamique, donc le monde musulman qui menacerait l'Occident. Et alors qu'en fait, en réalité, dans les conflits, on voit que la démarcation entre les pays, c'est entre des alliés sionistes et des alliés anti-sionistes. Voilà, donc je voudrais que vous puissiez réagir à mes propos si vous voulez. Merci. J'aimerais juste faire un tout petit commentaire sur ce qui a été dit sur le conflit occident-musulman ou sionisme, anti-sionisme. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce qui se passe en Syrie-Irak, c'est pas un conflit occident-musulman. Tous les faits le démontrent. Les premières victimes, c'est d'abord des musulmans. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde cette clé de lecture typiquement huntingtonienne, il y a effectivement un conflit sunnite, chiite, oui, c'est évident, mais il ne faut jamais oublier que ce conflit confessionnel, finalement, les siècles ont montré que les musulmans étaient capables de vivre ensemble, alors plus ou moins bien, avec des cris, c'est évident, mais que la querelle confessionnelle, elle peut largement être dépassée par les musulmans eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a eu un discours extrêmement intéressant au moment de la Choura, disant « ça n'est pas un conflit chiite-sunnite ». Nous nous désolidarisons tout à fait de cette définition. Donc même les groupes islamistes chiites durs comme le Hezbollah sont totalement hostiles. Ce que dit Nasrallah, c'est que c'est un conflit contre le wahhabisme. Bon, c'est là où on pourrait critiquer aussi ce qu'il dit. Donc ça n'est pas un conflit occident-musulman. Est-ce que c'est un conflit sionisme ou antisionisme? Là aussi, il faut faire très attention, je pense. Le sionisme ou l'antisionisme, ce sont aussi des pantins. Puisque lorsque vous regardez les médias saoudiens, Daesh a été créé par Israël. Lorsque vous regardez d'autres médias, les médias iraniens, Daesh a été créé par l'Arabie Saoudite. En fait, on a l'impression que Daesh est toujours créé par les Juifs, mais sur le plan, selon le point de vue des différents acteurs. Les Iraniens, c'est les Juifs, les Saoudiens, de toute façon, c'est les Juifs. Donc, je pense qu'il faut, nous, qu'on prenne nos distances vis-à-vis de cette espèce de conflit sionisme, antisionisme, qui en plus a des résonances en France. Voilà. Sur les États-Unis, je crois qu'il faut se méfier quand on parle de politique américaine. Plus j'observe les Américains, plus je trouve que c'est totalement confus, plus je trouve qu'il y a des politiques américaines, et d'ailleurs la démission récente de Chuck Hagel montre bien que tout ceci est extrêmement contradictoire, qu'on a un grand
une grande tendance vers le pivotement. C'est une grande tendance, mais elle est, j'allais dire, au-delà de la décennie, et que dans l'ordre des priorités américaines, les théâtres sont finalement extrêmement confus, peu hiérarchisés, peu priorisés. Je suis bien en peine aujourd'hui de dire ce qui, à Washington, sachant qu'à Washington, je ne sais pas de qui je parle. Est-ce que je parle de la Maison-Blanche? Est-ce que je parle du Conseil de sécurité nationale? Est-ce que je parle du département d'État, du département de la Défense? Est-ce que je parle du Congrès? Est-ce que je parle du complexe militaro-industriel? Est-ce que je... Bon, voilà. Il y a tout ça à Washington, donc dire Washington décide, c'est pas en phase avec la réalité. Et ils sont bien en peine de hiérarchiser entre la Chine, le Moyen-Orient et la Russie. Et aujourd'hui, on voit des postures qui sont finalement concurrentes et qui sont finalement neutralisantes. Donc, et c'est pour ça que je reviens à mon concept de désignation de l'ennemi. Vous dites, bah, c'est évident, l'ennemi, c'est l'islam. Et je rejoins Oliviane quand il dit, mais ça c'est une lecture huntingtonienne qui a le mérite d'être simplifiée. D'être simplifiante, mais qui n'est pas forcément très explicative du réel. Même chose sur le renminbi, parce que vous avez l'air de dire que la seule réaction à un stimulus économique, par exemple, qui est celui de la remise en cause de la monnaie dollar et de la vraie arme monétaire que constitue le dollar, la seule réaction serait une réaction militaire. Oh là, je pense que le monde est beaucoup plus compliqué et complexe que ceci. Enfin, me semble-t-il, hein, et en tout état de cause, l'utilisation de la guerre, je pense que les Américains, depuis une quinzaine d'années, ils n'ont pas été tout à fait convaincus de leur utilisation de leur surpuissance militaire, me semble-t-il. J'ai peut-être tort, mais c'est un peu ce que je constate. Sur à qui profite le fait qu'on soit tous anti-Poutine. Alors je vais bien évidemment questionner votre « on ». Vous avez dit « on », chère madame. Les médias, le mainstream, ce qu'on appelle le mainstream, est probablement anti-Poutine. Cela étant, allez vous promener sur les réseaux sociaux de toutes obédiences. Et je précise bien de toutes obédiences. C'est-à-dire, seule l'extrême droite et l'extrême gauche, on peut considérer qu'assez naturellement, ils vont être allés amicalement russes par une sorte à la fois d'anticapitalisme, d'anti-européisme, d'anti-américanisme, bon, voilà. Et puis après, vous allez voir des gens de bonne volonté et du Marais qui ne s'exprime pas et qui pourtant lit Le Monde et Le Figaro. Ben, quand vous regardez tous ces gens-là, ils ne sont pas du tout anti-Poutine. Et au contraire, ce que j'observe, c'est un énorme décalage entre un régime de, disons le mot, propagande, d'une part, et puis l'opinion commune, et faites le tour autour de vous, je vois le nombre de hochements de tête dans la salle qui disent, bah finalement, Poutine, voilà. Au passage, mon général Le Borgne, quand vous dites qu'il n'y a pas eu de guerre d'agression depuis 1945, je rappelle la Chine contre l'Inde en 62, je rappelle le Maroc contre le Polisario en 75, et je rappelle tout à fait récemment la Russie contre la Géorgie en 2008. Ils ont juste gratouillé 2-3 petites choses, mais effectivement, les guerres étatiques ne procurent pas davantage. Merci. Concernant le Poutine, j'épouse tout à fait ce point de vue. Je l'épouserai d'autant plus que je citerai simplement une parole d'Arbatov en son temps, qui c'était le maître à penser du temps de Brejnev et de Gorbatchev. Arbatov a dit aux Américains, au secrétaire d'État, nous allons vous infliger la pire défaite qu'il puisse vous arriver. Nous allons vous priver d'ennemis. Eh oui. Alors donc, eh ben, il faut en fabriquer un. Alors, faute de fabriquer l'ennemi chinois, eh ben, on fabrique l'ennemi Poutine. Voilà. Le renminbi, on dit le yuan là. Le yuan, ben oui, les Chinois courent, plus ou moins forcés d'ailleurs, courent pour en faire une monnaie de réserve internationale. Alors, plus tard, bon, c'est notre histoire. Mais en attendant, les Chinois sont arrivés à créer une banque des BRICS. Et c'est dans la poursuite du yuan, monnaie de réserve internationale. Je voudrais parler sur
sur l'affaire musulmane, là. On passe sous silence un fait qui s'est déroulé le 29 juin dernier. C'est la proclamation du califat par al-Baghdadi. Le califat qui avait été mis hors la loi en 1918 par la chute du sultan, avec des Turcs qui aujourd'hui ont viré du côté de l'islam. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Alors, le califat a un calife, al-Baghdadi, et un propagandiste, Dost, qui parle de fabriquer, qui préconise la fabrication d'un califat, non seulement en Syrie et en Irak, sur les zones contrôlées par Daesh, mais aussi au Pakistan et en Afghanistan. Et il appelle ça par un nouveau nom, le Khorasan. Et ce califat, eh bien, c'est vraisemblablement un fauteur de troubles. C'est l'une des raisons, d'ailleurs, qui conduisent les Américains à évacuer leurs pivots. Car les gens de Daesh sont en Syrie et il s'agit de les battre. Or, comment les battre pour avoir des troupes au sol? La seule solution pour les Américains, c'est ou jouer le pivot ou embaucher les Kurdes. Mais les Kurdes, à ce moment-là, veulent un Kurdistan. Et ça, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Oui, quelques mots supplémentaires, parce que beaucoup de choses ont été dites. Pour revenir sur la question de la manipulation de l'information dans le cas de Poutine, je rejoins naturellement ce qui a été dit. Il faut faire la part entre le discours et les réalités. Les réalités en matière de communication aujourd'hui, c'est même une communication contradictoire dans nos pays démocratiques. Et je peux vous témoigner que dans ma propre association Eurodéfense, le débat est vif entre ceux qui inclinent pour donner raison, non pas à Poutine, mais à la Russie, et puis ceux qui pensent que, au contraire, Poutine est un dictateur, il faut s'en méfier, etc. Donc, ce débat, il a lieu chez nous, il n'a pas lieu chez les Russes. Donc je crois que c'est ça qu'on peut d'abord regretter. Deuxièmement, si on regarde des choses sur le terrain, qui est à l'offensive, qui est en défensive, on a l'impression, parce que justement par manipulation du discours, que les Russes sont en défensive. Mais non, ils sont en offensive depuis longtemps. C'est pas nous qui avons libéré la Pologne avec les armes, qui avons libéré les pays baltes, qui avons libéré, quand je dis nous, l'OTAN, enfin les Occidentaux. Non. C'est ces pays-là qui ne voulaient plus des Russes. Or, les Russes ont réussi à rester présents à travers leur minorité, qu'ils ont d'ailleurs travaillé au corps souvent, comme ils l'ont fait depuis longtemps dans le Donbass, mais en Transnistrie, mais en Crimée, et dans beaucoup d'autres pays. Je n'ai pas parlé de l'Asie centrale, où on pourrait bien avoir la reproduction de ce genre de comportement aussi. Donc, vous voyez, il ne faut quand même pas, j'allais dire, tout mélanger. Ceux qui sont à l'offensive en ce moment, c'est peut-être pas les Russes, mais c'est M. Poutine qui a une certaine conception, et ceux qui sont plutôt en défensive, c'est les pays riverains de la Russie. Alors après, on peut écrire ce qu'on veut sur les légitimes ambitions de la Russie à exercer une influence dans son étranger proche, toutes choses que vous connaissez bien, comme moi, mais de grâce, restons près des réalités. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne le nucléaire, malheureusement, mon général Le Borgne, je crois que je reste plutôt partisan du statu quo nucléaire, dans la mesure où je ne sais pas si le nucléaire est le seul responsable de la paix que nous avons connue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que si ça n'avait pas existé, nous aurions certainement eu une autre guerre en Europe depuis longtemps, depuis 1945. Et je crois pour ma part que s'il y a une chose dont le nucléaire nous préserve, c'est peut-être dans une certaine mesure des mauvaises surprises. J'en parlais récemment avec Michel Rocard, qui est aussi un partisan de la dénucléarisation, et sur ce point, on convergeait un petit peu.
En matière de Chine qui veut se débarrasser de ces dollars, moi je ne suis pas un expert, donc je voudrais dire simplement mon sentiment personnel. J'ai pas l'impression que la Chine cherche à remplacer, en tout cas à court terme, à remplacer le dollar par le yuan, mais je pense que la Chine s'efforce d'avoir d'enlever son statut de monnaie unique de réserve au dollar, ce qui est différent. C'est pour ça d'ailleurs que la Chine achète de l'euro et qu'elle travaille aussi à faire du yuan une monnaie de réserve. Merci. Merci Jean-Paul. Moi, je ne partage pas bien sûr le point de vue du général. Et il faut savoir ce que c'est qu'appuyer sur le fameux bouton rouge. Hein? Ça pose d'une façon très claire, aveuglante, le problème susceptible de nombreuses extrapolations, qui est le problème du bourreau. Vous voyez, on dit des trucs comme ça, la peine de mort. Imaginons qu'on fasse un référendum sur la peine de mort. Beaucoup de Français, au premier abord, voteront oui à la peine de mort. Mais si on dit aux sondés, naturellement, si vous répondez oui à la peine de mort, ça veut dire que vous allez vous engager vous-même à appuyer sur le bouton de la guillotine, n'est-ce pas? Et ce problème du bourreau vaut pour des tas de gens, et vaut en particulier en matière nucléaire. Il faut appuyer sur le truc. Hein? Qui croyez-vous qui appuiera jamais sur le bouton? Personne n'appuiera jamais sur le bouton. Personne. Alors voyons, à moins d'être le diable fait homme, ça n'existe pas, ça n'est pas pensable, absolument pas. Bon, je passe à quelque chose de plus doux, mais je ne sais pas si c'est plus doux d'ailleurs. Il y a la question qui a été posée sur l'islam ou les observations qu'on a fait sur l'islam. C'est très difficile de parler de l'islam en France parce que si on en parle d'une façon véridique, on se fait toujours classer comme islamophobe. En France, au fond, on a la phobie des phobies. Alors l'islamophobe, c'est absolument effrayant. Mais parler dans cette enceinte de l'islam, ça n'a rien à voir. C'est pas un problème militaire, c'est un problème considérable, tout à fait énorme, mais c'est un problème culturel. Ça n'est pas autre chose, c'est un problème culturel. Et nous, si on admettant que nous voulions lutter contre l'islam, qui peut se défendre très bien, n'est-ce pas? Et bien, si nous voulions lutter contre l'islam, reconnaissez que nous sommes dans une mauvaise posture, puisque nous ne croyons à rien, et les musulmans croient à tout. Et par conséquent, opposer la laïcité, c'est-à-dire le rien, au tout que la religion musulmane, c'est naturellement aller droit à l'échec. Alors ceci étant, le problème existe, culturel peut-être, mais il existe très clairement, et si je dis brutalement qu'il y a de la violence en islam, peut-être mon correspondant là-bas va sauter au plafond, c'est pourtant la vérité vraie. Il y a de la violence en islam, et après tout, qu'une religion soit assez forte pour emmener des gens à tuer ou à se faire tuer, c'est une religion costaud, ça attire des gens, la preuve. Ça attire beaucoup de gens qui vont se faire tuer à notre place ailleurs. Bref, ce problème de l'islam est un problème très important, non militaire, et sur lequel nous sommes en mauvaise posture. Alors qu'il y ait de la violence en islam, encore une fois, c'est évident, et c'est même ça qui attire beaucoup de jeunes Français, à qui on ne peut rien opposer, quand on dit « Et pourquoi est-ce que nos jeunes gens vont se faire tuer en Syrie ?» Qu'est-ce qu'on a à leur proposer? Eux qui demandent une spiritualité énorme et qui ont le goût du martyr, c'est pour notre petite société à la con, là, qui va les satisfaire, hein, c'est évident. Donc, il y a des raisons pour lesquelles les gens vont se battre au nom de l'islam, c'est parce que nous leur offrons la laïcité, c'est-à-dire le rien. Merci mon général. Je voudrais simplement revenir sur le Global Zero et faire part de mon expérience personnelle en tant que négociateur au Pentagone et au département d'État des armements de prolifération et des éléments qui ont conduit Obama à faire à Prague cet accord bidon. Il faut savoir que dans l'administration américaine, il est hors de question de désarmer, il est hors de question du Global Zero, une manipulation à l'égard des petits. Et comment ça se passe? C'est service-en. Je vous parle de choses. Je vais m'arrêter à ce qui est secret, mais avant, les services américains
évalue la capacité des Russes, par exemple, à conserver X têtes, une fois qu'ils ont évalué cette capacité, ils proposent aux Russes un accord à X têtes. Comme eux, ils ont X plus 3 fois X, le reste, ils le mettent au chaud. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Obama, Bush, tout ça, c'est pareil. Ça ne changera pas. Et alors après, nous, pauvres petits Français, on n'est pas au pays des bisounours. Comme les autres n'ont rien, c'est facile de nous attaquer. Quand on nous embête sur la vente des Mistral, il n'y a qu'à dire aux Allemands, je leur ai dit à Cologne il y a 15 jours, ben, arrêtez d'acheter du gaz à Poutine. On peut dire à Cameron, arrêtez de vendre la technologie anglaise à Poutine. Et comme nous, le French bashing, c'est une automutilation qu'on adore et que nos médias adorent parce qu'ils ne réfléchissent pas, ils répètent les trucs en boucle. Voilà, voilà la réalité des choses. On n'est pas au pays des bisounours, monsieur. Alors, bien sûr, philosophiquement, intellectuellement, je souscris tout à fait. Hein, il n'y a pas de problème, hein, au contraire. Je regarde plus d'armes, plus de soldats, plus de nucléaire, on sera enfin en paix. Thank you.